Bonjour à tous. On se retrouve dans cette vidéo parce que j'avais envie de vous parler de la Russie, mais d'une manière un peu différente de ce qu'on peut voir à droite à gauche. J'avais envie d'aborder des faits un peu curieux, des endroits étranges, parfois même sous forme de légendes et de mythes. Et j'en ai à peu près une dizaine à vous conter. Et j'espère que ça vous donnera encore plus l'envie d'aller visiter ce pays et peut-être même de vous rendre sur ces sites qui sont curieux et qui valent le détour. Alors pour commencer, est-ce que vous saviez que le puits creusé par l'homme le plus profond qui existe se situe en Russie? C'est le puits super profond de Kola qui se trouve dans la péninsule de Kola, qui est dans la région de Mourmansk. Et donc c'est le trou le plus profond jamais creusé par l'homme. Il atteint 12 262 mètres de profondeur, ce qui est énorme. Et il a été réalisé pendant l'ère soviétique, en 1989, je crois. Le forage s'est terminé en 1989, ça c'est sûr. Donc le but de ce forage, c'était de creuser le plus profond possible. Ils avaient un objectif de 15 000 mètres, parce qu'en fait, ils voulaient percer la croûte terrestre pour mieux comprendre la composition des profondeurs de la Terre et percer certains mystères, tout simplement. Et donc l'arrêt du forage s'est arrêté en 1989. Certains évoquent la fin de la guerre froide comme étant la raison de l'arrêt de cette grande entreprise. Et d'autres parlent aussi des problèmes techniques, parce que bien évidemment, ils ont creusé très profond, il y avait énormément de pression et ils ne s'attendaient pas à ce qu'il fasse aussi chaud. Ils ont atteint environ les 210 degrés, ce qui est énorme et ce qui a fait plusieurs fois fait fondre l'équipement en fait, qui leur permettait de creuser. Donc ils ont dû s'adapter plusieurs fois, mais les défis techniques étaient quand même assez importants. Et au-delà de la prouesse technique, qui est de creuser aussi profondément dans la terre, ce puits a été entouré d'une légende un peu sombre qui raconte que les scientifiques à un moment auraient entendu des cris torturés sortir du trou, vraiment des cris affreux qui les auraient alertés. Et de ce fait, ils y ont plongé un micro et des équipements sensoriels qui seraient capables de résister à des températures de 1100 degrés, dans le but de pouvoir enregistrer ces fameux cris et de les analyser si jamais. Mais plus tard, on découvrira qu'il s'agissait d'un canular qui a été fait grâce aux enregistrements d'un film d'horreur italien, il me semble, Baron Vampire, je me souviens plus de l'année, 1972 ou quelque chose comme ça. Sur lesquels on a ajouté certaines modifications sonores pour que ce soit un peu plus crédible. Donc rien à voir avec ces fameuses portes de l'enfer, mais c'est une rumeur qui a duré quand même pas mal de temps et qui a fait beaucoup parler de cet endroit. Donc aujourd'hui, cet endroit est abandonné et scellé. Il n'est plus du tout en service. Il est encore possible, je pense, de voir, alors je ne sais pas trop comment ça s'appelle, le couvercle, tout simplement pour refermer le puits, mais plus aucune activité n'est en cours. Donc si vous connaissez la Russie, vous connaissez très certainement le lac Baïkal, qui se trouve dans le sud de la Sibérie. Et il s'agit en fait du lac le plus profond du monde. Il a une profondeur de 1642 mètres, si je ne dis pas de bêtises, si j'en dis, corrigez-moi. Et ça en fait le plus grand lac d'eau douce du monde aussi. À l'échelle de la planète, le lac Baïkal correspondrait à, je dirais, entre 20 et 23% de la quantité d'eau douce sur la planète, ce qui est en soi assez impressionnant quand on y pense. Et c'est aussi le plus vieux lac du monde. Il a entre 25 et 30 millions d'années, et c'est une grande réserve d'eau douce non gelée sur la planète. Voilà, donc ça c'était pour tous les détails un petit peu techniques de ce lac et de sa présentation. Mais la spécificité de ce lac, c'est que, notamment grâce à ses températures, à l'oxygénation assez faible en profondeur et à la pureté de l'eau,
Il est possible d'y conserver des corps, des restes archéologiques, des objets et tout un tas de choses. Ils seront beaucoup moins altérés avec le temps, ils resteront très bien conservés en fait. Les températures de l'eau ne dépassant que très rarement les 15 degrés, plus les bactéries à l'intérieur, font que la décomposition est nettement ralentie. Donc ça pourrait être assez intéressant d'aller fouiller dans les profondeurs et voir ce qu'on pourrait y trouver encore en excellent état au final. Donc je serais très curieuse de savoir ce qu'on pourrait retrouver dans cet endroit-là. Ça pourrait être intéressant si ça n'a pas déjà été fait. Une autre grosse légende russe, qui cette fois concerne le métro de Moscou, est qu'il y aurait une seconde ligne sous le métro principal de Moscou. Ce serait la ligne métro 2 ou D6, mais je crois qu'on dit plutôt métro 2, qui aurait été construite pendant l'ère stalinienne, donc entre 50 et 300 mètres de profondeur, encore une fois sous la ligne principale, et qui relierait des sites stratégiques dans Moscou, donc tout ce qui est le Kremlin, l'université principale de Moscou, des sites militaires, des bunkers secrets, tout ce genre de choses-là. Donc les témoignages diraient qu'on pourrait y abriter environ 10 000 personnes dans cette ligne de métro. Donc, comme je disais, c'est une ligne qui aurait été créée sous Staline, parce que à ce moment-là, le gouvernement craignait bien évidemment les invasions, les bombardements et ce genre de choses, et qu'il était nécessaire de se protéger. Et donc pour ça, cette ligne aurait été faite, mais on n'a aucune preuve de son existence. Apparemment, ce projet aurait été placé sous la supervision du NKVD, donc c'est l'ancien KGB qui est maintenant le FSB. Et ce serait cette organisation-là qui aurait géré tout le projet de A à Z, que ce soit la construction et le plan de la ligne. Donc en théorie, cette ligne de métro relierait le Kremlin, l'université d'État, des bases militaires, le siège du FSB et je crois que c'est tout. Mais c'est déjà pas mal. Et éventuellement des petites stations stratégiques, un peu secrètes, dont on ne connaît pas grand-chose. Et il paraîtrait même que cette ligne est encore en état aujourd'hui, qu'elle aurait même été modernisée. Nous ne savons pas. La seule chose que nous avons à ce sujet-là, ce sont des témoignages. Il y a même, si je me souviens bien, il y a un groupe de gens qui auraient trouvé une entrée secrète vers cette ligne, mais rien de très probant apparemment. Il paraîtrait aussi qu'on pourrait accéder à cette ligne via des entrées qui seraient placées à côté des stations de métro de la ligne principale, selon les endroits où vous vous trouvez. Mais on n'a pas de preuves concrètes à ce niveau-là. Néanmoins, c'est une légende qui persiste et qui a inspiré pas mal d'histoires, comme ces fameux livres que j'espère vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, allez les lire. C'est Métro 2033, Métro 2034 et Métro 2035. Donc très rapidement, des bombes nucléaires ont attaqué la Russie. Les gens se sont réfugiés dans le métro qui peut servir de bunker dans ces cas-là. Ils ont survécu et depuis ils vivent dans les lignes de métro sous terre. Et donc il est fait mention plusieurs fois de cette fameuse ligne secrète dans les livres. Et en plus de ça, je ne sais pas trop pourquoi, mais il y a beaucoup de gens qui sont fascinés par les tunnels secrets, les lignes de métro secrètes. Donc c'est quelque chose qui est encore très vivant et qui inspire aujourd'hui. Alors saviez-vous qu'en Russie, le long de la route maritime du Nord, il y avait, et possiblement il y a encore, des phares qui ont été alimentés avec des générateurs thermoélectriques à isotones, si je ne dis pas de bêtises. Donc en gros des batteries atomiques. Ce sont des phares qui ont été construits pendant l'ère soviétique pour automatiser le balisage dans des zones qui étaient inaccessibles en fait, où
il était compliqué pour l'être humain d'y aller, de l'entretenir relativement souvent, etc. Dans les années 2000, ces phares ont été améliorés, modernisés, et on leur a installé des batteries solaires ou des panneaux solaires, ce genre de choses-là, pour remplacer les batteries atomiques. Néanmoins, il semblerait qu'il reste encore des phares contenant ces batteries-là, et donc avec de la radioactivité autour. Et il y a un phare qui est assez connu, entre guillemets, qui s'appelle le phare d'Aniva, qui est au niveau de l'île de Sakhaline. Et il est possible de le voir, il est possible de s'y approcher, bien que je ne suis pas sûre que ce soit une très bonne idée. C'est un phare qui est désaffecté, qui a été abandonné. Je pense que les générateurs ne sont plus dedans, très honnêtement. Mais il serait possible apparemment, selon les phares, de trouver encore des traces de radioactivité. Donc bien évidemment, ces phares ont été modernisés parce qu'ils représentaient un danger pour les gens autour, pour les animaux, ou même de manière générale, c'est pas super de laisser des batteries atomiques toutes seules comme ça. Et aussi pour éviter la construction de bombes dites sales. Et connaissez-vous la localité rurale, pour être précise, d'Oymyakon en Russie, qui est dans la République de Sakha, et qui est reconnue dans le monde entier pour être la ruralité la plus froide au monde. Donc elle est située dans le pôle du froid, en Sibérie, et elle a entre 400 et 500 habitants, je dirais. Les températures peuvent descendre en dessous de moins 67 degrés, c'est énorme. Et bien évidemment, la survie dans ces conditions est assez précaire, mais ces 400-500 habitants y arrivent néanmoins. Je crois que le record de température est de moins 71 quelque chose degrés, ce qui est beaucoup. Et en général, les nuits sont à moins 50 degrés. Et en plus, cet endroit se trouve dans une vallée, donc entre deux chaînes de montagnes, ce qui fait que le froid et le gel se retrouvent bloqués. Donc ça n'aide pas. Donc bien évidemment, quand vous vivez dans un endroit pareil, les conditions sont rudes. Il semblerait que les habitants de cet endroit ne sortent pas plus de quelques minutes chaque jour parce que c'est compliqué. Ils vivent, quand ils le peuvent, de la pêche, de la cueillette, de l'entretien des bois, de l'élevage de rennes, de l'élevage de chevaux yakoutes, de la chasse. Mais la culture, par exemple, est impossible. Il fait beaucoup trop froid. Et en mars, chaque année, ils ont un festival, le festival du pôle du froid, où ils y célèbrent leurs conditions de vie particulières. Donc, les avions n'atterrissent pas là-bas pendant plusieurs mois dans l'année et les routes sont majoritairement utiles pour tout ce qui est livraison d'essence et de charbon. Mais malgré les conditions rudes, le petit village possède néanmoins une école, une banque, un service de poste et 2-3 commerces. Et avez-vous déjà entendu parler de Berezniki ? Alors Berezniki, c'est une ville minière qui se trouve sur les rives de la Kama. Et donc dans cette ville, on avait pour habitude d'y extraire du potassium et du sel. Et c'était aussi la seule usine de traitement de magnésium de Russie. Et donc la ville a été construite au-dessus des mines, littéralement au-dessus. Néanmoins, cette ville a un sacré problème depuis pas mal de temps déjà. C'est qu'elle est en train de se faire aspirer par la terre parce que les mines sont en train de s'écrouler et la ville étant au-dessus, elle suit le mouvement. Et dans cette ville, on peut y voir, on peut y trouver, c'est très évident quand vous y allez, des gouffres gigantesques, ce qui lui a valu son surnom de porte des enfers. Donc les premiers problèmes remontent à 1986 lorsqu'une faille d'environ 80 mètres apparaît dans la ville. Mais là où ça devient nettement plus grave et important, c'est en 2006 parce qu'il y a eu une inondation dans les mines en fait. Cette inondation était à base d'eau douce et les piliers et parois des mines étant majoritairement à base de sel,
la mine s'est faite grignoter entre guillemets par l'eau et maintenant ça s'effondre. Et en 2007, un autre trou s'est formé, suivi d'une explosion de méthane. Donc je vous laisse imaginer, l'un des trous par exemple fait 400 mètres de long sur 300 mètres de large et 230 mètres de profondeur, ce qui correspond à un immeuble de 50 étages. C'est énorme. Donc il y a des immeubles qui se retrouvent au bord du gouffre, littéralement, d'autres qui ont été engloutis. Je vous mettrai des images, c'est très impressionnant. Bien évidemment, la gare a été impactée. Je crois même qu'elle n'est plus en service et que le seul moyen d'aller là-bas, c'est soit en ayant une voiture, soit en prenant le bus quand c'est possible. Il y avait une école primaire qui était près d'un gouffre qui s'est déclarée et qui a grandi en 3 mois, et cette école a dû être déplacée. Et certains gouffres se trouvent même dans le centre-ville ou à proximité, encore une fois, d'habitations ou d'infrastructures publiques. Et saviez-vous qu'en Russie, il y a notamment 2 endroits que l'on surnomme vallées de la mort? L'une de ces vallées de la mort se trouve en Iakoutie. Et au XIXe siècle, un explorateur russe nommé Richard Mask est allé explorer cet endroit et a récolté tout un tas de récits, d'histoires, de légendes, des gens qui vivent à cet endroit-là. Donc à cet endroit, il y a 2 cours d'eau. Je ne vais pas vous donner les noms en yakoute parce que je n'ai aucune idée de comment ça se dit, mais le premier nom c'est en gros l'endroit au chaudron et le deuxième nom c'est le grand chaudron coulé. Et donc ces 2 cours d'eau ont ces noms-là car les locaux ont raconté à cet explorateur russe qu'il y aurait enterré sous terre de gigantesques chaudrons rouges vifs, avec des bords tranchants, et que ce seraient des sources de mots pour tous les gens qui s'approcheraient de ces endroits-là. Il paraîtrait même que certains de ces chaudrons dépasseraient légèrement du sol et que les gens qui seraient à côté, qui resteraient pour la nuit par exemple, se réveilleraient le lendemain avec de la fièvre, ou ils seraient malades, ou ils auraient de très fortes migraines. Et au XIXe siècle, toujours, des locaux ou même des passants auraient affirmé avoir vu des cyclopes habillés de métal qui dormiraient à l'ombre de ces fameux chaudrons. Et les témoignages à ce sujet-là ont continué pendant pas mal de temps, jusque dans les années 1930. Et du coup, en 1970, les gens ont commencé à se dire « mais c'est bizarre un peu cette histoire ». Donc beaucoup d'expéditions, que ce soit des expéditions touristiques ou des expéditions scientifiques ont été faites pour retrouver ces chaudrons. Mais personne n'en a trouvé. Et les chasseurs locaux, qui ont pourtant l'habitude de ces endroits-là, ne vont pas dans cette vallée de la mort et ils affirment que le terrain a tellement changé ces dernières années qu'il serait impossible de retrouver ces fameux chaudrons. Mais plus tard, tous les effets un peu étranges qu'a la vallée sur les locaux ou les gens qui passent à cet endroit-là proviendraient en fait de gaz volcaniques toxiques qui s'échapperaient de la Terre et qui provoqueraient hallucinations et ce genre de choses. Et en ce qui concerne la seconde vallée de la mort, elle se trouve dans la péninsule de Kamtchatka. Et c'est pas une péninsule qui est très grande, mais néanmoins, c'est un endroit qui est célèbre pour être un cimetière animal. Donc c'est un endroit qui est dangereux pour les animaux, mais aussi pour les humains. Et les expéditions touristiques sont, alors si elles ne sont pas très sincèrement déconseillées, elles sont interdites. Et donc cet endroit a été pendant très longtemps inconnu de l'homme. En fait, il a été découvert dans les années 1930 par, selon la légende, 2 chasseurs qui seraient arrivés à cet endroit-là et qui se seraient retrouvés face à des terres arides, des terres dépourvues d'herbes, de végétation et surtout jonchées de cadavres d'animaux. Ils n'y sont pas restés très longtemps car au bout de quelques minutes seulement, ils auraient été pris de maux de tête aigus et auraient pris la fuite. Et dans les années 40-50, leur récit aurait piqué la curiosité de beaucoup de gens.
Et donc énormément d'expéditions se seraient formées pour aller découvrir cet endroit et percer le mystère. Mais pas tout le monde n'en est revenu et les locaux témoignent que environ 80 personnes seraient restées là-bas et on ne sait pas ce qu'elles seraient devenues. Et donc bien évidemment une expédition ou plusieurs expéditions scientifiques ont été faites et c'est dans les alentours de 1975 qu'ils ont découvert qu'il y avait là aussi des gaz toxiques émis par un volcan, parce que je ne vous l'avais pas dit, mais il y a un volcan. Et ces gaz sont emprisonnés en fait, parce que c'est une vallée et il n'y a pas de vent pour les balayer, donc ça tue tout ce qui reste dans cette vallée. Et c'est un endroit qui n'est pas très grand, c'est seulement 2 km de long sur 500 mètres de large, donc c'est vraiment tout petit, c'est confiné. Et c'est propice en fait à l'émanation de gaz. Et en plus, en hiver, avec la neige, les gaz se libèrent beaucoup plus. Et c'est ce qui fait que c'est un endroit qui peut être vraiment très dangereux à cette période-là. Et après, en ce qui concerne les animaux, eh bien, malheureusement, c'est la nature. Les oiseaux qui viennent pour boire la neige, les renards qui viennent pour chasser, les autres animaux qui suivent et qui font leurs petites activités et malheureusement qui se font touchés entre guillemets par ces gaz mortels. Et pour le prochain endroit, nous allons retourner en Sibérie, dans la région de Krasnoyarsk, dans la taïga profonde où se trouve apparemment le cimetière du diable. Donc c'est un endroit dont les Russes ont entendu parler dans les années 80, je dirais, avec la parution d'un article à ce sujet-là. Et alors là, c'est toujours la même histoire selon les locaux. C'est qu'au moment de conduire leur bétail d'un endroit à un autre, ils passeraient par un lieu très étrange, à la terre noire, vraiment très sombre, aucune végétation, et si jamais une feuille a le malheur de se poser sur ce sol, elle deviendrait entièrement noire en quelques secondes. Un sol qui est lui aussi jonché de cadavres de tout un tas d'animaux différents. Et même eux, en tant qu'êtres humains, quand ils traversent cet endroit, ils ont de très vives douleurs dans le crâne, dans les dents, dans l'estomac. Il paraîtrait aussi que les montres et les boussoles soient complètement perturbées et cessent même de fonctionner. Et il n'était pas rare que des personnes se retrouvent même perdues dans les bois environnants pendant plusieurs heures, étant incapables de retrouver leur chemin. Cet endroit n'est pas facilement accessible. En fait, il vous faut un guide local pour pouvoir y aller, mais les locaux refusent de s'en approcher à moins de 2 km et préféreront rebrousser chemin et retourner à l'église de leur village. Néanmoins, des expéditions ont pu accéder à cet endroit et 2 hypothèses ont été émises quant aux événements un peu étranges qui entourent ce fameux cimetière. Donc pour la première hypothèse, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cet événement qui s'est produit en 1908 à Tunguska, où il y a eu une gigantesque onde sonore qui s'est répercutée sur énormément d'hectares et qui aurait détruit des hectares de forêt. On associe à cet événement-là un météore. Et donc, la première hypothèse serait que des morceaux de météores seraient restés en profondeur à cet endroit-là et qui, grâce à une sorte de force magnétique, provoqueraient ce genre d'événement. Et donc, apparemment, un important champ magnétique pourrait affecter les formes de vie basées sur le carbone, donc les mammifères et les plantes. Et l'autre hypothèse serait qu'il y aurait un feu de charbon souterrain qui provoquerait des gaz carboniques et qui tuerait du coup les plantes et les animaux environnants. Mais on ne sait pas laquelle est la bonne et c'est toujours en débat actuellement. Et enfin, avez-vous entendu parler du lac Shaitan ? J'espère que c'est comme ça que ça se prononce. Donc c'est le nom tatar pour le diable. Et ce lac est dans la région de Kirov. Et ce lac est pourtant magnifique. C'est un lac qui est ovale, mais vraiment ovale, qui est profond et qui est entouré de superbes forêts. C'est vraiment un très bel endroit quand vous regardez, mais c'est un endroit où les locaux ne vont quasiment jamais. C'est un endroit qu'ils n'aiment pas trop. Et donc il y a quelque chose de particulier avec ce lac, bien évidemment, c'est qu'en son centre, il y a des îles
qui sont recouvertes d'herbes, d'arbres, de végétation. Et ces îles flottent toutes seules en plein milieu du lac sans aucune attache à la terre. Elles sont là et elles flottent. Et en plus de ça, il y a des fontaines souterraines dans le lac, ce qui fait qu'il y a constamment des vrombissements et qui donne une ambiance un peu particulière à l'endroit. Ce sont des bruits qu'on entend même depuis la forêt. Donc quand on n'est pas au courant de ce que c'est, ça doit être un peu étrange. Et les locaux ont bien sûr une légende qui explique la création de ce lac un peu étrange. Et cette explication serait qu'il y a bien longtemps, 2 tribus se seraient battues pendant des années et des années et des années à cet endroit-là, bien avant que ce soit un lac. Il y avait la tribu dite du bien et la tribu dite du mal qui vénérerait le démon et qui hypnotiserait les gens de l'autre camp pour qu'ils se suicident. Les femmes et les enfants des tribus auraient versé tellement de larmes que ça aurait formé un lac et que toute cette tristesse, toute cette violence aurait attiré le démon et qu'il vivrait dans les profondeurs de ce lac. Et ce serait d'ailleurs la raison pour laquelle il y aurait ces fontaines souterraines très étranges. Et donc ce serait la raison pour laquelle les locaux n'aiment pas spécialement aller se baigner dans cet endroit-là. Mais bien évidemment, il y a une explication scientifique à tout ça. Et en gros, le lac serait au-dessus de tout un tas de fissures, d'ouvertures, de petits cratères qui se seraient formés donc, en dessous du lac, dans ses profondeurs, et dans lesquels circulerait tout un tas de courants extrêmement forts. Avec le temps, une partie du sol se serait effondrée et aurait rebouché ces cavités et ces trous. Néanmoins, les courants étant très forts, de temps en temps, ces cavités se rouvrent et des jets puissants d'eau arrivent, ce qui provoquerait ces fameuses fontaines souterraines. Et parfois, c'est même pas souterrain, parfois ce sont des fontaines qui peuvent apparaître jusqu'à 10 mètres en dehors de la surface de l'eau. Et ces fameux courants très importants sont aussi la raison pour laquelle il y a ces îles en plein milieu du lac de manière assez aléatoire. Avant, elles étaient attachées à la terre, mais le lien qui les rattachait a été brisé par les courants et certaines de ces îles peuvent même supporter le poids d'un homme. Donc voilà, c'est tout pour ces endroits un peu étranges, un peu mythiques de la Russie. J'espère que ça vous aura intéressé. Je suis curieuse de savoir si vous connaissiez ces endroits-là et si vous en connaissez d'autres. J'adore ce genre de petites histoires, de petits faits un peu curieux. C'est toujours très intéressant et c'est une manière différente d'apprendre à connaître un pays. Donc, encore une fois, dites-moi tout ça en commentaire, je vous lirai avec grand intérêt. Likez la vidéo, abonnez-vous et nous on se retrouve la semaine prochaine. Merci.